C'est avec plaisir aujourd'hui que nous recevons le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, M. Farkas. Donc, bonsoir, M. Farkas. Bienvenue aux conversations de la radio Station en Grignon dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On va commencer par un tour de table, si ça vous va. Oui. Super. Donc, on peut commencer avec toi, Cynthia, si tu veux. Bonjour, moi je m'appelle Cynthia, je suis étudiante au baccalauréat en travail social et moi aussi je suis stagiaire pour le CARD cette session-ci. Et je vais être la co-animatrice ce soir aussi avec Judith. Enchanté. Moi c'est Claudia, je suis directrice du CARD et puis directrice de la radio Station Grignon. Bonjour Madame Claudia. Bonjour. En passant, vous êtes extrêmement élégante, là. Wow, I'm telling you. Je n'ai Dieu que pour ton sourire et réellement, là, ton accoutrement est très, très, très à point, là, pour moi. Alors, c'est Michael Farkas. Alors, parce que je fais quand même, je suis dans beaucoup de sphères, puis on va essayer d'explorer peut-être ça un peu à travers vos questions. Mais principalement, je me situe maintenant dans un bureau de médiation urbaine. Alors, je suis aussi médiateur urbain, je suis directeur de maison de jeunes dans le quartier, même quartier Youth Emotion. C'est ça, la maison de jeunes s'appelle Youth Emotion, l'association des jeunes. Je suis directeur, je suis médiateur, j'ai un programme pour les enfants aussi les samedis, mais qui est fermé depuis un an. Puis, la pandémie, c'est faire du breakdance puis chanter avec un masque. C'est pas mon style, mais à un moment donné, il va falloir qu'on le réouvre. Le manque. Puis je suis aussi, naturellement, nous sommes ici, naturellement pour le rôle que j'ai avec la table ronde du mois d'histoire des Noirs depuis si longtemps. C'est ça pour ma part. Je m'appelle Judith. Je suis stagiaire au CARD moi aussi et étudiante en travail social. Je serai la co-animatrice. OK. Tout d'abord, on voulait vraiment vous dire félicitations parce que cette année marque le 30e anniversaire de la table ronde du mois d'histoire des Noirs. Donc, félicitations. On est vraiment content de souligner ça avec vous aujourd'hui. Pour rappel, pour débuter le tout, on se demandait pourquoi c'est le mois de février qui est dédié à l'histoire des Noirs. Oui, la raison est pour que celui qui a fondé, celui qui a inauguré, ça a commencé par une semaine au mois de février, puis c'est devenu éventuellement un mois. Puis c'est Carter J. Woodson, qui est un auteur, qui est un professeur d'école, qui est un inventeur même à certains égards, qui est un visionnaire finalement, et qui en 1926 a pu créer cette semaine parce que justement parce que les gens connaissaient peu et mal les contributions des Noirs, connaissaient tout simplement, ça avait tout été occulté trop longtemps. Alors, en ayant ça, surtout pour les étudiants, c'était surtout pensé pour les étudiants, pour les écoles, les universités, qui pourraient mieux connaître les réalisations des Noirs. Là. Il a eu cette brillante idée et ça a fait boule de neige, comme on dit. On se demandait justement, en 30 ans, il y a dû y avoir beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan de ces 30 dernières années? On peut dire que c'est grâce aussi à certains partenaires clés comme la Ville de Montréal, surtout la Ville de Montréal, je crois, le fédéral aussi à l'époque, surtout dans les premiers temps, était très, très impliqué à ce que la table ronde voit le jour. Mais on peut dire réellement la Ville de Montréal avec l'administration Jean Doré à l'époque, qui était quand même un chic type. C'est un des meilleurs maires qu'on a eu, si tu me demandes mon opinion. Et c'est que la communauté noire anglophone a fait du lobbying auprès du maire pour qu'on fasse quelque chose pour faire en sorte que le mois d'histoire des Noirs devienne un incontournable pour Montréal. Depuis 1992, ça l'est devenu. C'est réellement des gens de la communauté noire anglophone qui étaient influencés parce que ça se fêtait depuis les années 70 dans les États-Unis, surtout. Alors, depuis 1976, je pense que c'est reconnu officiellement aux États-Unis. Alors, c'était, vu la situation assez grave des Montréalais noirs, même on parle je parle dans les années 80-90, on pourra ça va peut-être amener une autre question après quand je te dis ça, mais il fallait faire quelque chose de positif, il fallait changer, comme maintenant, même on se retrouve à un autre courant qu'on essaie encore de rechanger, puis de s'améliorer tous.
ben, c'était nécessaire parce qu'il y avait beaucoup brutalité policière, c'était quotidien. La violence policière, c'était quotidien. Je veux dire, le racisme, c'était au quotidien. L'incompréhension, les solitudes étaient là. Oh mon Dieu, c'est que s'il fallait redresser, parce que naturellement, avec les années, il y avait de plus en plus de Noirs quand même à Montréal. Si on n'a pas notre place, jamais, jamais, ben, il y a des enfants qui grandissent là-dedans et qui vont péter les plombs. Alors, je pense qu'ils ont compris ça, certaines personnes, à l'administration municipale de Jean-Doré. Et puis, depuis 92, on a pu, Montréal reconnaît le mois d'histoire des Noirs comme le mois pas qu'il faut, mais qu'on veut tous mieux connaître les contributions, les réalisations, les souffrances, les hauts et bas de nos communautés noires, parce qu'elles sont multiples. Alors, c'est un peu ça mais Montréal a vraiment été un précurseur au Canada. Ça, c'est sûr. Les gens de Montréal, un peu comme ça va dans la même. Je sais que je vais en faire un avec Lénine, avec Rimouski. Je ne sais pas si j'ai envoyé l'invitation déjà à Claudia pour dans 2 soirs. Il va y avoir Makakoto, là, il faut absolument que je t'envoie ça. Lydie Ntap va être là. Moi, je suis là, tout ça. C'est qu'on va faire. Dans le sens que pourquoi le parallèle que j'essaie de faire, c'est que la lutte contre l'apartheid, la lutte pour libérer Mandela, Montréal et le Canada a joué un grand rôle. Brian Mulroney était à ce moment-là premier ministre. Il a joué un grand rôle aussi. Joe Clark aussi avait joué même l'opposition. Et naturellement, plusieurs joueurs clés à Montréal. Plusieurs joueurs. Depuis les années 80, réellement, on travaillait pour soit boycotter les produits sud-africains ou pour continuer à mousser que c'était une injustice totale de voir Nelson Mandela en prison. Alors, Montréal a toujours été à l'avant-garde quand même de choses qui ont rejailli mondialement à un moment donné et qu'on a eu raison. Alors, on peut en être fiers et c'est dans le même sens que cette vaillance de certains de nos membres de nos communautés ont pu faire le lobbying nécessaire pour que le mois d'histoire des Noirs devienne une réalité à Montréal. Par rapport aux propos que tu apportes, Michael, 30 ans après, je sais que ça fait un peu plus de 20 ans que tu es à la présidence de la table ronde. Est-ce que 30 ans après, avec tout ce que tu viens d'énoncer, tu considères que Montréal, notre chère et belle ville, va de l'avant ou il y a encore des choses à faire? Est-ce que tu penses qu'on peut être satisfait? On peut dire que oui, Montréal a été précurseur, mais est-ce qu'on peut dire que oui, on peut réellement reconnaître que les Noirs à Montréal, on n'est plus dans l'ordre de tout ce que tu viens de nommer qui a initié la création de la table? Écoute, il y a encore beaucoup de travail. C'est comme ça qu'il faut d'abord répondre. Encore beaucoup de travail à plein d'égards parce qu'il y a toujours une nouvelle génération de jeunes qui montent. Il y a toujours des gens qui sont ignorants et qu'il faut éduquer, sensibiliser. Il y a toujours certaines avenues des pans de nos sociétés, soit qu'on n'y est pas enfin, la réponse, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. On peut être satisfait, mais il y a encore des bavures. On en a vu une la semaine passée assez grosse. Il y a encore plein d'irritants qui font en sorte que notre rôle est encore essentiel. On se rend compte. Parce qu'à chaque année, on revient et puis on dirait que c'est un peu toujours les mêmes questions folkloriques par rapport à nous, ou bien très, très clichés, ou bien très, très... c'est comme j'ai l'impression, en tout cas, qu'on n'avance pas pour moi. C'est qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore trop de pauvreté dans nos communautés. Ça fait que, oui, on peut être content du progrès, puis des réalisations de la table. Mm-hmm. Je te dirais, un peu comme tu as vu, je crois que tu l'as vu, le lancement, Claudia. Mm-hmm. Je vais reprendre un peu, quand on m'a posé même de quoi tu peux être fier. Alors, c'est réellement ça, de pouvoir solidariser nos communautés, c'est déjà wow. Mm-hmm. Un petit peu, on s'entend que c'est pas, je veux dire, d'unifier
tu sais, comme, puis d'avoir un certain sens de panafricanisme culturel. Même, je voyais que Lorraine Classen va avoir une conférence sur le panafricanisme culturel et révolutionnaire. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est ça qu'il y a à faire. Ça fait que, dans ce sens-là, l'éducation est bonne. On voit que ça fait des petits, ça fait que, écoute, j'ai fait un atelier un peu comme je fais maintenant avec vous en Zoom, avec Air Canada. Hier, j'ai vu sur mon téléphone le Canadien de Montréal célèbre ou en tout cas commémore le mois d'histoire des Noirs, naturellement, sur certains joueurs de hockey qui ont passé, qui ont été les premiers. Puis moi, j'adore le hockey, par exemple. Pour toute la business, mais tu comprends. J'aime le hockey. Ils n'ont même pas été capables, le Canadien de Montréal, de s'occuper de garder un piqué à Montréal. Parce qu'il était trop. Imagine-toi 15 Noirs dans la chambre, qu'est-ce que ça fait? Ils ne sont même pas capables de hand one. Ils ne sont pas prêts pour la NBA, c'est ça que je suis en train de dire. Ils ne sont pas prêts pour la NFL. Non, mais c'est ça pareil. Ils ne sont pas prêts pour la NFL. Ils ne seraient pas capables de gérer 15 Noirs dans le vestiaire sur le terrain. C'est 15 piquets sous ben, là, avec la musique forte, puis tout, en tout cas, voilà, j'extrapole, mais c'est juste de dire que c'est qu'on avance, on est content de voir le Canadien de Montréal reconnaître, mais est-ce que c'est juste pour faire comme tout le monde d'autre? Legault aussi, François Legault, il pourrait bien dire aussi, vive le mois de l'histoire des Noirs. Est-ce qu'il croit, la mairesse le dit aussi, mais ça prend des actions après de ces instances-là aussi. C'est ça que j'ai à dire, mais comme tout autre, on a vu quand même qu'il y a des exactions qui se passent dans nos sociétés, il y a des injustices. Naturellement, ce qui s'est passé aux États-Unis, il y en a des milliers comme ça. Pour moi, c'est pour ça que des incidents malencontreux comme ça, moi j'en connais depuis très longtemps. Et il y en a même ici à Montréal, vous le savez, il y en a même au Québec. Ça vient même dans nos journaux. La violence verbale, on l'a vu avec la dame qui était sur son lit de mort, Mme Echaquan. Alors, tu vois, alors, il y a encore du travail à faire de tous les bords, comme on dirait. Et c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. On ne peut pas, oui, on ne peut pas jusqu'à ce qu'on devienne bleu d'en face. Puis si les autorités décisionnelles ne reconnaissent pas le racisme systémique ou ne reconnaissent pas qu'il y a certains abus de pouvoir de la police, etc., le profilage racial, ben, on va continuer à leur démontrer, puis naturellement, avec du vidéo, ben, ça vient que comme on dit, ben, toutes nous autres ensemble, on forme la population générale, en tout cas, peut changer d'avis, tu vois, ça prend juste qu'est-ce qu'on a, tu sais, oh, tabarnouche, OK, c'est ça qui se passe avec ce monde-là aussi. C'est que des fois, c'est bon de l'avoir comme ça, parce qu'il y en a que tant qu'ils ne voient pas à TV, ils ont de la misère à croire. J'ai un peu dévié, mais c'était juste pour répondre que ben, c'est parce que c'est ça le vrai travail. Moi, on est au Claudia, elle sait qu'il y a tout le côté protocolaire, il y a le côté naturellement de promotionnel, des outils promotionnels qu'on vient de parler, qui sont très importants, qui est le côté le fun, le côté constructif, l'histoire. Les histoires. Mais il y a le côté aussi, qu'est-ce que c'est nous sommes, vu notre couleur, que c'est complètement, à certains égards, insensé, en tout cas, c'est très enraciné, fait en sorte qu'il y a certains comportements à gauche et à droite qui fait en sorte que, oui, il faut démontrer que non, hey, la pandémie, elle n'a pas de couleur, tu sais, elle touche n'importe qui. En voulant dire qu'on est juste des êtres humains. C'est rien que ça. À la fin de la journée, là, c'est rien que ça qu'on va avancer. Il y a du bon monde chez Noir, il y a du bon comme partout. Là. Mais le fait qu'on ne soit pas considérés tout à fait comme des êtres humains ou bien des êtres humains bizarres, ça, c'est problématique. Ça arrive trop souvent. Parce qu'on arrive, notre bagage arrive quand nous étions moins que rien. Vous étiez un cheval, valait quasiment. On était du cheptel, on était comme une vache. C'est ça qu'on était. C'est-à-dire qu'on est bon pour un certain temps, puis après ça, plan! Tu peux mourir, mon ami. Puis à 20 ans, s'il faut. C'est ça, entre autres, quand on parle de l'esclavage. Puis là, Claudia pourrait me rappeler, écoute, Michael, l'histoire des Noirs ne commence pas avec l'esclavage. Puis ça, c'est l'autre point extrêmement important à lier aussi. Naturellement, les descendants d'esclaves comme moi, parce que moi, je suis réellement
la route de l'esclave, mon bagage personnel. On a besoin de nos frères et sœurs africaines pour venir faire tout un voyage, pour mieux comprendre même le passage du milieu, le passage dans les Amériques. Le passage du milieu, c'est quand on parle, pour vous, peut-être les gens, ça veut dire que, parce qu'ils en ont jeté beaucoup à bâbord. Quand ils ont amené les Africains ici, il y en a beaucoup qui ont péri en mer. Tu comprends? De Ménopasse, c'est à ça que je fais référence. Okay. Alors, ben oui. Je comprends par là que ça nous prendra une rencontre juste sur l'histoire. Sur l'histoire. Mais oui. Nous créons nos carnets et nous prenons les notes. Oui, tout à fait. C'est ça, je m'arrête là parce que je vois qu'on va revenir peut-être un peu vers les questions, mais c'est sûr que à la fin de la journée, c'est de faire qu'on soit tout être humain comme tous les autres parce qu'on n'a pas été considéré et aussi s'unir, comprendre beaucoup entre nous-mêmes, Noirs, parce qu'on vient, comme tu vois, on ne vient pas tous du même endroit. Il y en a qui ça fait 400 ans qui sont ici, il y en a qui ça fait juste 10 ans, 15 ans, 20 ans, whatever. Il y en a un qui va peut-être débarquer demain matin, tu sais, d'Haïti ou du Congo ou de je ne sais pas trop où. Alors, mais à la fin de la journée, il y a un dénominateur commun qui semble dans les pays occidentaux, dans les pays où ils sont en majorité blancs, c'est qu'on reconnaît tout de suite la couleur de peau. C'est que ça, c'est un dénominateur commun qu'on a tous ensemble et qu'on vient tous, à un moment donné ou à un autre, de la terre-mère qui est l'Afrique, qui est finalement la terre-mère de tous les êtres humains en plus. C'est ça qui est... Ben, je m'arrête là, les filles, posez les questions. Mais merci, c'était quand même très intéressant ce segment. Mais en revenant un peu à l'histoire de la table, après 30 ans, on peut commencer à penser à la relève. Puis on ne peut pas parler de relève sans parler des jeunes. Puis d'après vous, quel est le regard des jeunes par rapport au mois d'histoire des Noirs? Puis comment vous faites pour mobiliser ou impliquer ces jeunes-là puis assurer cette relève? Ah, j'adore la question. C'est réel, surtout pour moi. Là. Je commence à faire un bail. Qu'est-ce que je te dirais? Ben, que tu aies 60 ans, ou que tu aies 40 ans, ou 20 ans, ou même 10 ans, si tu n'as pas la passion, si tu n'as pas le drive, embarque pas là-dedans. Ça, c'est la première des choses. C'est comme dans n'importe quoi. Moi, je ne vais jamais voter pour une personne noire parce qu'elle est noire. Ça, c'est moi, personnellement. C'est pas ça qui compte. Moi, je vais jouer des résultats. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est la première des choses. Fait que, oui, la relève, on y pense. Comme dans beaucoup de boutiques, beaucoup de boîtes, à un moment donné, puis c'est dans le communautaire, peut-être je travaille beaucoup dans le communautaire comme Claudia, ben, effectivement, la relève. Qu'est-ce qu'on fait? Qui a envie de travailler dans le communautaire? Qui a envie de se donner sans compter les heures? C'est tout ça. Qui a envie c'est pas des jobs où ce que tu deviens extrêmement riche, que tu peux avoir, t'enrichir. Alors, c'est d'autres choses sur lesquelles on sait que beaucoup d'hommes choisissent d'être vraiment pas dans le communautaire, entre autres, si vous regardez. Parce qu'ils veulent être en business, ils veulent être entrepreneurs. Il y a des femmes aussi, mais tu comprends? Je sais que souvent dans le communautaire, beaucoup plus de femmes qui ont cette vocation. Puis il faut changer la mentalité. Il faut qu'il y ait plus d'hommes qui, non, ça ne me dérange pas, me faire payer seulement 40 000, la moitié de ce que je peux faire dans telle compagnie. Mais mon Dieu, que je sens que j'aime ça me lever le matin et y aller. C'est le premier ingrédient d'avoir un intérêt, c'est qu'on est toujours à la recherche de jeunes. Je vais te répondre comme les filles de Nadia. Nadia, elle est trésorière depuis 10 ans parce qu'il y a eu une révolution. Moi, je suis embarqué comme administrateur en 2000. Effectivement, ça fait 21 ans, comme tu l'as dit. Au bout de 2 ans, je suis devenu secrétaire. Je suis resté secrétaire de la table jusqu'en 2009. Là, il y a eu comme un genre de raz-de-marée. En tout cas, les gens sont... la vieille garde a beaucoup quitté, puis le seul qui est resté de la vieille garde, c'est moi. Puis est arrivée une certaine... Claudia les connaît aussi, je crois, Nadia Rousseau et Carla Beauvais. Ces deux femmes-là, ils ont révolutionné la table parce que Carla déjà avait la vision, puis elle était une jeune qui allait être branchée sur les médias sociaux en 2009. L'école de médias sociaux, il y a peur de ça, même jusqu'à aujourd'hui. Imagine-toi en 2009. Mais quand même, on a embarqué.
c'était le début, comme on a tous embarqué. J'exagère un peu, mais c'est vrai que je suis un peu frileux devant certaines choses que je ne connais pas. Mais reste que, et c'est que c'est une visionnaire. Puis Carla, elle a réellement, wow, elle a modernisé ça. Et je te dirais, je pensais à vous ce matin en me préparant, il y avait 3 mots. Il y avait justement visionnaire, il y avait crédibilité et partenariat. Je voyais en fait que je voulais vous donner comme 3 mots-clés entre autres. Alors, Carla, je trouve que c'est vraiment une visionnaire qui a pu amener la table. C'est pour ça même qu'elle a créé le fameux Gala Dynastie, le Gala des prix d'excellence, depuis maintenant 4 ans, qui est aussi fort que la table ronde parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes. Ça, c'est juste qu'on n'est pas en présentiel cette année. C'est une grosse affaire, c'est un gros party. Puis, on n'est même pas intéressé d'être intégré dans les affaires des plans à ce stade. Et c'est ça. Je parle et crédibilité. Nadia Rousseau, trésorière depuis le début. Énormément de crédibilité. Elle a été au sommet de la francophonie avec Michael Jean pendant plusieurs années, tout en étant avec nous, tout en faisant la trésorerie. Puis, comme ses enfants sont ici. Mais là, elle est basée ici, elle n'est plus au sommet de la francophonie, hein, Michael Jean. Mais reste que c'est une femme extrêmement de grande valeur. Bon, sa mère, elle est française, son père est haïtien, les deux se sont rencontrés à Strasbourg parce qu'ils sont 2 médecins. Alors, c'est une fille extraordinaire, mais qui est rigoureuse. Et puis Claudia va vous le dire, entre autres, que ce soit un organisme blanc, noir, jaune, n'importe quoi, on s'entend d'être rigoureux, d'être transparent, d'avoir une crédibilité, pas que tu arrives 2 ans et que tu aies fourré la compagnie, tu crises ton camp, avec, comme ça peut se faire, comme on le sait. Non. Et naturellement, partenariat, je te dirais le 3e, que c'est ça. Je veux dire, on l'est tous aujourd'hui, mais ça, c'était réellement moi qui avais déjà développé un bon bagage de partenaires et tout ça, par le fait même que je travaille dans le communautaire depuis si longtemps, etc., etc., etc. Et par rapport à la table aussi. C'est que je trouve que c'est comme, c'est que ce trio-là de nous 3, puis on y songe, là. Parce que c'est bizarre, j'adore ta question, parce que c'est des questions que Carla me regarde, quand vous 2, vous êtes là, puis vous autres, je ne dirais pas ça sur peut-être d'autres médias, mais d'autres médias, parce que dans le sens que tant que vous deux, vous êtes là, je reste là, tu sais. C'est qu'on forme quand même un trio, mais non, mais ta question, puis je vois que Claudia comprend tout ça, effectivement, mais comment ça en est, quel impact ça va? Si les 2 s'en vont, puis si les 3 s'en vont en même temps, ça serait un genre de tsunami. En tout cas, il y aurait de quoi. Et c'est là qu'on revient à ta question brillante. C'est quoi votre relève? Où c'est quelle est votre relève? Est-ce que vous la préparez? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'horizon qui peut reprendre certaines de vos tâches puis continuer? La question, elle vaut 100 000 $. Je n'ai pas toutes les réponses. On cherche. Oui, c'est ça. En disant ça l'autre fois, justement, la semaine passée, 2 semaines, j'étais dans un Zoom avec Nadia et sa fille. Parce que ça, c'est des enfants, depuis que leur maman est rendue là, qui ont passé des nuits à remplir des... Tu sais, la maman les amène, les filles, pour participer. Là, ils ont 10 ans d'expérience quand même. Puis là, on parlait, puis je disais, ah oui, mais si je ne suis plus là, je ne sais pas, je donnais un commentaire comme ça. Et puis là, il y en a une des filles, elle a dit, écoute, Michael, vas-y, si tu as fini, puis si ça tombe, ça tombera. Puis si les jeunes ne veulent pas le prendre, ils feront d'autres choses. Comprends-tu? À un moment donné, tu as fait ton temps, puis il faut que un peu comme quand je l'ai pris, ça sera aux autres à voir. C'était ça l'opinion. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'on n'a pas investi tout ça juste pour donner à n'importe qui, donner aux 80, sans. Moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine responsabilité, puis c'est ça. C'est qu'il faudra voir, parce qu'on arrive il me reste 1 an encore, au moins, parce qu'à chaque 2 ou 3. Là, on nous a donné un mandat de 3 ans, parce que j'aurais été déjà en élection cette année qui vient. On nous a demandé, vu de mon travail, est-ce que vous voulez faire. Oh, ils voulaient 4 ans. On a dit non, on ne va pas s'engager pour 4 ans. 3 ans, on l'a dit. Non, parce que c'est mieux de renouveler. C'est mieux de renouveler parce que chacun, même toi, tu sais, qu'est-ce qui peut se passer en 3 ans, 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, mais d'habitude, c'est des mandats de 2 ans, mais on les a montés à 3 ans pour, justement, parce qu'on se rend compte, pour réellement faire de quoi, là, pour que tu allonges les mandats. Exact. Mais ta question, je n'ai pas la réponse à tout ça. On regarde ça.
Ça va prendre des jeunes branchés comme vous deux. Je dis, t'es Cynthia. Le seul hic dans votre affaire, c'est juste que le truc machin est pour les Noirs par les Noirs. Mais on aime beaucoup les bénévoles de tous les horizons quand même. Alors, c'est un appel au bénévolat, les filles. Hein? Tout à fait. Ça, c'est un problème dans les communautés noires, le peu d'intérêt à faire du bénévolat. Everybody, je ne sais pas si vous voulez, je joue au Québec aussi, mais dans le sens, everybody want to get paid, you know? That's big. Je pense que blanc et noir, là, il y a beaucoup de monde dont je ne devrais rien sans que. C'est ça, surtout la jeunesse, surtout dans les jeunes. C'est pour ça qu'il y a plein de. J'adore la question, puis tu pourrais me la poser l'année prochaine. J'aurais peut-être plus déjà de dire oui, je m'en vais en paix, puis c'est ma dernière année. Puis ça, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là tout de suite, mais c'est un souci. C'est une préoccupation pas énorme, parce que justement, à un moment donné, il va falloir que tu laisses aller. Puis comme Dieu fait tout le temps bien des choses, il va arriver quelqu'un peut-être que je connais déjà. Ça va, tiens, Claudia, regarde. Qui sait? Non, il y en a plusieurs qui seraient capables. Sven Stellemack, il y en a plusieurs à Montréal qui pourraient. Mais c'est le temps. C'est le temps. C'est quand même beaucoup de dévouement à faire ça. Puis en tout cas, avant que le monde te dise bravo, tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir des critiques aussi, puis il va y avoir des pépins. C'est que c'est ça. Vous en avez beaucoup appris sur justement tout le contexte de la table et les difficultés que pourrait rencontrer à la relève, mais on se demandait plus concrètement, c'est quoi les principales activités qu'il y a cette année dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs? Oui, les principales activités sont beaucoup de séminaires, beaucoup de webinaires, beaucoup de conférences. Il y a quelques spectacles, c'est sûr. Il y en a un petit peu moins que d'habitude parce que les spectacles, c'est mieux en présentiel. Nous, on produit Conversation Noire tous les dimanches après-midi sur la santé mentale, la question de la santé mentale chez les Noirs. Là, on a déjà un dimanche de passé. Il en reste 3. C'est Never Was Average avec Harry Julmis, là, qui produit ça avec la table ronde. C'est eux autres qu'on a mandaté pour faire ça. J'ai aussi fait une conférence avec Roger Stephens qui a sorti un film qui s'appelle... Qui a sorti un livre qui s'appelle So Much Things to Say. C'est sur la vie de Bob. C'est comme un livre oral avec plein de gens qui parlent de tous les épisodes de la vie de Bob. Puis il y en a des clés. Ça fait que ça a été fait à la radio CKUT. Ça a très bien été la semaine passée. Et direct de même. On l'a enregistré. Puis on est en traduction pour que ça soit aussi... on a fait une autre émission le soir avec M. Stephens. Et puis, ça devrait être mis en ligne vendredi. Mais le plus important, je crois que c'est que les gens aillent voir moihistoiredesnoirs.com et puis tu vas dans la programmation. Ensuite, tu fais juste mettre la journée que tu veux et tu peux voir les activités qui pourraient t'intéresser. Souvent, c'est mieux de le faire en après-midi ou le matin, dans le sens que peut-être il faut aller... La plupart des choses sont gratuites. Moi, j'ai tout vu gratuit à date. Mais il faut quand même procéder, parce que, disons, il y a 50 places en Zoom ou des trucs comme ça, ben, c'est mieux de réserver ta place sur Eventbrite ou whatever. C'est qu'il faut vraiment aller en ligne et il y a des ateliers pour les enfants, il y a des contes, comme j'ai dit, j'ai pas vu beaucoup de films, beaucoup de conférences, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de panels, des podcasts, des ateliers de cuisine, je pense que j'en ai vu un ou deux. C'est qu'il y a un petit peu de tout. C'est très, très riche. Les gens, finalement, sont très créatifs de façon surprenante. Je ne suis pas surpris de leur créativité, mais au temps de la pandémie, la façon qu'ils ont été, ça me fait chaud de voir que les gens sont créatifs. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller regarder la programmation. C'est une programmation très enrichie, très variée et on en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Alors, ce serait vraiment un appel là, à la population d'aller regarder. Et puis, le mois est vraiment bien fourni en activités. Tout à fait. Vous venez justement de faire une allusion à la pandémie. Est-ce qu'on pourrait vous demander quels défis vous avez fait face avec la pandémie? Ben, c'est bon. Nous autres, ce qu'on a évité tout juste, parce qu'on parlait au mois de février déjà beaucoup de cette pandémie. Ben, pandémie, pas pandémie. Tu sais, à cette époque-là, on pense que ce n'est pas une pandémie. Tu te rappelles?
Il parlait de la Chine puis de l'Italie. Ouais. Mon Dieu, qu'il y en avait des cas au mois de février. C'est qu'on l'a échappé belle. On l'a échappé belle. On a fait le gala dynastie à la Place des Arts le 1er mars, si je ne me trompe pas. Alors, c'est que rien n'était fermé. Il n'y avait pas toutes les zones rouges, oranges. Il y a le plexiglas, le papier de toilette, tous ces épisodes-là qu'on a connus depuis. On n'en parlait pas encore. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, puis on pensait que le Québec, comme l'Amérique, serait sauvé. Alors, on a vraiment échappé belle. C'est qu'on a eu quand même un beau mois présentiel. Parce que je sais que moi, on m'a demandé de faire un spectacle pour la Semaine d'action contre le racisme avec Franz Voltaire, qui est le président aussi de cette semaine-là. Puis tout est tombé à l'eau. On est en train de négocier, tout. Et puis, comme vous savez, le 13 mars, moi c'est le 13 mars. Tout le monde a des dates dans le 13-15 mars. Moi, c'est parce que le Club Énergie, le lendemain, quand le vendredi, tout a arrêté, là, moi, jeudi, je me rappelle, je pratiquais au CEDA pour le spectacle de la Semaine d'action contre le racisme. Le vendredi, tout est arrêté, puis le samedi, il n'y a pas eu de Club Énergie. Ouais. Depuis ce temps-là, c'est le 13 mars, c'est vraiment, c'est ça. Ça a été la journée fatidique. C'est que c'est ça. Et cette année, naturellement, avec nous, on a quand même des bailleurs de fonds qui ne voudraient pas que, en tout cas, si je dois aller en présentiel faire une activité, c'est mieux de ne pas leur dire parce que eux autres, on parle de la TD, entre autres. On a plusieurs. C'est que la TD, vous connaissez les banques, vous connaissez la plupart. C'est pas la chose sage à faire, c'est de prendre beaucoup de précautions et d'être surtout en présentiel. Les autres voulaient de ne pas être en présentiel, de faire tout en ligne. Et c'est que la plupart de toutes nos activités, c'est exactement comme le même principe comme on fait ce soir. On fait avec, on a appris, hein? On a tous appris. Là, cette année, on y goûte comme tout le monde. Tout le monde que toutes leurs activités ont été arrêtées, en pause, changées, whatever. Là, on y goûte comme tout le monde. Puis, comme on voit que d'une part, les gens ont quand même répondu à l'appel par le nombre d'activités. On parle de plus de 100 activités. On parle de, comme Claudia vient de le dire, quand même d'une programmation très enrichie, avec beaucoup de choses pour tout le monde. Alors, c'est plate. Moi, je vais le dire pareil, parce que ça serait pas... Non, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui disent... Tout le monde, c'est qu'on fait avec. On s'adapte. On s'adapte. Non, oui, on s'adapte, mais c'est plate pareil. Ça serait tellement mieux de pouvoir... Même dans ça de neige, avec la glace, puis tout ça, en plein mois de février, je préfère le présentiel. On s'attend que ça a quand même ouvert pour tout un nouveau, possibilité pour un tout nouveau public, que lui soit qui est âgé, puis qu'à l'hiver, il ne veut pas y aller. Anyway, pandémie, pas pandémie. On l'a entendu même dans nos communautés noires. On s'entend que les gens des régions, moi, je suis un petit gars de la Rive-Sud, alors, que les gens d'arrivent, ceux qui sont Longueuil ou whatever, là, au moins, ils n'ont plus d'excuses. C'est en ligne. Tu peux y aller, checker la conférence, pas comme dans une petite salle à Montréal-Nord, puis à la Maison d'Haïti, ou chez Carl, puis ils ne savent pas c'est où. Comprends-tu? Non, c'est en ligne, puis tu peux. C'est que ça nous amène quand même un public potentiel. C'est quand même ça qu'on veut, attirer de plus en plus de monde. Alors, je pense que c'est le. Il y a comme je dis, c'est plate, oui, mais en même temps, regarde, ça peut ouvrir ça. C'est de prendre the good with the bad, like they say. C'est ça, il y a eu des défis, mais en même temps, ça permet d'être plus accessible pour certaines personnes. Donc, au moins, je pense que c'est beaucoup de nos... on est d'accord que beaucoup de nous, c'est comme ça qu'il a fallu qu'on se redéploie, qu'on se refasse, autant des camps d'été, tout ça, les camps de vacances, whatever. Oui, c'est plate dans ce sens-là, mais, gars, on a été capable quand même ou bien ça a ouvert une toute nouvelle affaire. C'est pas comme qu'on veut rester comme ça, là. Non, mais il y en a qui t'en font. On va arrêter là. C'est donne l'impression, en tout cas, qu'ils ne voudraient pas que ça change. On verra. Il y a encore trop de nowhere, il y a encore trop de... C'est très intéressant comment vous relevez les deux côtés de la médaille et comment, oui, il y a du négatif, mais on est aussi capable d'entreprendre de nouvelles choses puis créer des nouvelles choses. Puis je trouve ça vraiment intéressant.
Tout à fait, tout à fait. Puis c'est la même chose pour n'importe quel projet. Je pense, peut-être toi-même, tu as dû avoir recours à ta créativité, que ce soit dans les études ou tu comprends-tu pour passer pour passer à travers, puis arriver à quand même quelque chose pour se tenir. Parce qu'en ça, on s'entend que c'est la santé mentale de tout et un chacun dans le moment qui est qui est une certaine épreuve. Qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment encore. Puis il faut quand même, il faut se watcher. Il faut que tu watches ton père, ta mère, tu sais, quasiment, parce que c'est pas tout le monde qui va l'exprimer. Hey, ça va mal! Je crois qu'il faut être quand même vigilant, entre autres, beaucoup pour la santé mentale. Ça fait quand même un bail là, entre le curfew de 8 heures que j'haïs totalement à tous les autres confinements, règles de confinement. Ça fait quand même, ça commence à. Puis moi, je le dis, c'est à mon âge, ça, mais je pense à vous. Je pense que c'est la jeunesse pour qui. Moi, je trouve que depuis un an, votre vie a été mise en pause. Parce que peut-être tu avais un rêve d'aller étudier en France, je dis n'importe quoi, ou en Allemagne, à l'université. Non! Tu avais peut-être un rêve d'aller travailler l'été passé au Japon. Je dis n'importe quoi. Non! Ou en tout cas, tu comprends-tu? Moi, je trouve que ceux d'en bas de 30 ans, il n'y a pas eu de Oshéaga. Non, mais tu comprends, je vois ton visage. C'est ça, moi, je crois. Pour ceux qui sont en bas de 30 ans, là, quand est-ce que la vie va reprendre que leur rêve? Parce qu'un gars comme moi, ou même Claudia, à certains égards, oui, ça nous manque les festivals, les restaurants, puis le voyage peut-être au Congo, n'importe où. Mais reste qu'on l'a déjà fait, nous autres. On y a déjà goûté. On peut peut-être mieux processer ce qui nous est en train de nous arriver. Mais que certains jeunes de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 22 ans, puis là, tu vois, ça tire, hein? Les criminels, là, ils ne savent plus comment, ils sont plus capables de vendre leur dos, plus capables d'envoyer la fille danser. C'est que ça va péter tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, il y a ce côté-là aussi qu'il va falloir tous qu'on soit vigilants. En espérant que ça reprenne quand même un petit peu, que nos droits et tout ça nous reviennent un petit peu, parce que de toute façon, l'été, on sait que ça ne marchera pas, là. Parce que rester dans un 2,5 avec les fenêtres fermées, tu n'as même pas de balcon. Voyons donc. Voyons donc. Ils peuvent s'en échapper parce que c'est l'hiver. Vous avez glissé un mot justement sur la santé mentale, puis ça m'a fait penser, est-ce que vous pensez que la pandémie elle a affecté particulièrement les personnes noires? Puis selon vous, comment? Oui, on m'a demandé ça même à CTV la semaine passée. Moi, je dis, j'aurais dû répondre comme je vais te répondre. Comme je t'ai répondu tout à l'heure, la pandémie n'a pas de couleur. Elle a frappé partout, riches, pauvres, jaunes, tout le monde. Okay. Ce qui fait que. Mais ce que j'avais répondu à CTV, c'est effectivement, oui, la pandémie a fouetté, surtout aux États-Unis, surtout même ici au Canada, des deux bords, dans le sens parce qu'on sait qu'un des endroits où beaucoup de Noirs travaillent, c'est dans les hôpitaux. Alors, ils sont ce qu'on appelle des travailleurs de première ligne dans les hôpitaux. Ils sont très à risque et puis il y en a qui ont dû ils sont débordés. On connaît toute l'affaire pas la dépression, mais je veux dire le burn-out qui se vit du côté des infirmières, même de ceux qui nettoient les hôpitaux. Alors, et naturellement, il y a eu, surtout aux États-Unis, je peux dire, dans plusieurs endroits, beaucoup de Noirs qui ont été affectés, dû surtout au système de alimentation, qui a été pogné toute ta vie dans Super Size Me, là, juste pour, puis que tu veux pas, ben, c'est sûr que tu fais, comme, parce que, il y a plus de gens qui meurent par année d'obésité que de ce maudit virus dont on parle. Ce qui veut dire que sauf qu'effectivement, aux États-Unis, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes, et de personnes noires, entre autres, qui ont un gros problème d'obésité à cause que ça mange super mal, surtout si ça affecte, entre autres, mais ça affecte, entre autres, le système ventilateur, que t'es 350, puis en plus de ça, tu n'as aucune diète, puis ça, ben, je suis sûr que tu risques d'y passer, là, malheureusement. C'est même pas une question de couleur, c'est une question de
c'est un amalgame de choses, tu sais, ensemble, qu'on s'entend. Si tu as une bonne santé, il y a plus de chances que tu y arrives, ou si tu as certains, si ton cas, tout dépendant de ton état de santé, tu peux. C'est sûr que ça a frappé quand même certains Noirs à certains endroits, surtout dans les zones urbaines et dans les zones où est-ce que pauvres et où est-ce qu'on mange beaucoup de fast-food, ça aide pas. Je serais curieuse, en fait, je sais que Michael t'en a parlé un tout petit peu au début. J'aimerais savoir, avec tout ce qui se dit en lien avec le racisme systémique, avec le manque de représentativité des personnes des communautés noires ou de la diversité, en fait, simplement, au sein de nos institutions. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Quel est ton message par rapport à ça? Mon message par rapport à ça, mais on vient de me demander à Saskatoon, là, l'association francophone, il y a beaucoup d'Africains là-dedans, ils veulent que je... Michael n'est pas big sur tous ces mots-là. Entre autres, un des mots qui n'est pas big, que jamais tu vas me voir utiliser, puis je suis content que vous ne l'ayez pas utilisé, les filles, aujourd'hui. Je ne suis pas une personne racisée ou racialisée. Peut-être que c'est Claudia qui a dit, appelez-moi de même, il va sauter 2 pieds en l'air, c'est possible. Mais si elle ne vous l'a pas dit, vous ne l'avez pas nommé, parce que, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que je le trouve grotesque. J'aime mieux le mot nigger, excuse-moi, j'aime mieux ce mot-là. Moi, je peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été élevé comme ça. Je suis un enfant adopté. Mais même mes parents biologiques ne m'auraient pas, dans le temps, dans les années 50, ils n'auraient jamais dit hey, t'es racialized, puis community, puis tout ça. Non. C'est un nouveau terme de nos nouveaux intellectuels noirs là, qui essaient de faire. Si tu m'appelles personne racisée ou communauté ou groupe racisé, ça veut dire que tu viens pour moi. C'est comme si tu as déjà lancé la serviette que ça, c'est le groupe qui ont été habitués qu'on fait du racisme. Ça veut dire que tu lances déjà la serviette avant même que le bébé soit né dans mon esprit. L'autre raison pourquoi je n'utilise pas le terme, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais pas être devant une salle d'écoliers puis leur dire de noirs ou de je ne sais pas trop qui, puis leur dire oui, nous autres, les racistes, ni mes enfants. Et l'autre chose, c'est que, comme je disais, à peu près toutes les tribus, et même les tribus nordiques, la blanche, là, d'où vient, là, on s'entend que le white supremacist, la suprématie blanche, elle existe, mais à peu près toutes les tribus au monde ont été discriminées, ont vécu des préjugés. Ah, t'as des grandes oreilles, ben je vais te couper les oreilles. Ah, ben t'as des grands pieds, tu comprends-tu? À peu près toutes les tribus au monde. Mais de qui tu parles quand tu dis racisé? C'est ça que je dis. Prends les Arméniens. On le voit, tu sais, l'Arménie. Prends l'autre groupe aussi, oui, à l'Arménie, à qui je pense que. Prends les Rohingyas. Mais les autres, non. Les autres, c'est réellement le bout du bout. Il faudrait tout c'est comme Haïti. Mais tu comprends-tu? Moi, jamais tu vas m'entendre parler d'un être humain ou d'un groupe humain en tant que racisé ou racialisé. Pour moi, c'est comme si je t'ai déjà mis dans une boîte. Mm-hmm. C'est insensé. J'aime mieux être plus spécifique. Personne noire qui a vécu un préjugé ou une discrimination en pleine rue, ou une personne j'aime mieux être plus spécifique. Mais là, on est tellement dans la diversité qui ne veut pas dire grand-chose, hein? Parce que même au sein des communautés noires, nous représentons la diversité. Ouais. Parce qu'on ne vient pas tous de la même place, on ne parle pas tous de la même... OK, vous m'avez tout compris. C'est que jamais tu vas m'entendre tous ces labels-là, là. Je reste bien loin de ça. Privilege, white privilege, il y a même tous ces affaires-là. Là. Tu ne m'entendras jamais. Ce n'est pas de mon essor. C'est pas de... Parce que je me demande aussi, est-ce que ça aide réellement la situation de s'étiqueter soit d'un bord ou de dire « Ah, gars, you white privilege encore » ou, tu sais, il faut... On le sait, mais, enfin, c'est pas mon style. C'est pas mon style d'utiliser toutes ces brac-à-brac-là. C'est ça que je peux dire. Pour le reste, oui, il y a du racisme systémique au Québec. Il y en a à Montréal, puis il y en a au Canada. Puis c'est ce système à classe. Parce que c'est un système à classe. Si on veut déjà, dans mon esprit, moi, je ne suis pas dans cette course-là. Puis si déjà je suis dedans, je l'ai perdu depuis longtemps. On va changer d'autoroute. C'est ça qu'on essaye de construire. Peut-être où est-ce que ça va être une mosaïque culturelle de tout le monde? C'est sur cette autoroute-là que moi je veux trouver. Parce qu'on va donner une chance à tous les enfants de la Terre. C'est sur cette autoroute-là.
la plus grosse institution, on l'a déjà perdu si c'était ça qu'on voulait, les Noirs. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut offrir, une autre autoroute qui est aussi valable, puis que le monde a besoin même dans l'autoroute de la finance, puis de tout ça. Puis que peut-être qu'on peut pas négocier pour en avoir un petit peu de l'or qu'ils nous ont volé, en passant. Toutes les belles choses qu'ils nous ont volées, qui ont rentré dans tous les musées en Angleterre, tout ça. Les choses qu'ils nous ont fait, c'est atroce. Les choses qu'ils font à l'Afrique, à ce jour, c'est atroce. Je peux juste dire que le racisme systémique, il existe, il est présent, il faut changer ça, il faut qu'on aille we have to go where it counts, where there's not many of us, we have to go where it hurts, où est-ce que ça fait mal. Ça veut dire qu'entre autres, à la bourse, il commence à y avoir des jeunes même qui commencent à prendre leur petit argent pour être sur la bourse. Mais ça prendrait peut-être quelqu'un de notre communauté ou n'importe qui pour leur dire, hey, à la bourse, c'est complexe, la bourse, je comprends rien. Mais tu comprends, j'ai parlé de ça, la construction, on sait que c'est chasse gardée, Canadien, Français, puis Italien. Jusqu'à quand? Tu comprends-tu? On a parlé, mais quand on veut on a un bar, puis qu'on veut une sécurité à la porte, on met un gros noir bien costaud qui fait peur à tout le monde. Wouh! C'est encore plein, on le sait. Dans le taxi, on sait qu'il y a beaucoup qui ont trouvé du travail qui n'était pas fait, même dans les communautés maghrébines. Combien de taxi drivers vont te dire qu'ils ont des doctorats, ils ont des tout ceci, cela, puis qu'ils n'ont rien trouvé, on n'a pas, tu sais, on est d'accord, là. Puis tout à l'heure, le Québec va avoir besoin de tous ces gens-là. Parce que les gens vont aller ailleurs, au Canada puis aux États-Unis. Ils vont apprendre l'anglais vite, comme ça se fait déjà, puis ils vont trouver des bons jobs avec une meilleure reconnaissance. Fait que le Québec, réveillez-vous, commencez à voir vos frères et sœurs de partout, puis travaillons ensemble pour réellement qu'il y ait une place pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup, je vois que Lydia n'arrête pas de dossier, parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui quittent, beaucoup de nos jeunes. Les anglophones d'abord, les Noirs anglophones tout court, mais même les francophones, ils voient opportunité plus à Toronto. Claudia, je suis sûr qu'elle connaît plein de jeunes là, francophones là, qui sont même partis à Vancouver ou ailleurs. Parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité là-bas. Il faut créer les opportunités. Il faut dealer avec les êtres humains. Il faut revenir à cette essence-là. Ça va prendre même des politiciens. Le go, là, quand ça va être fini, ou en tout cas passé, le gros de tout ça, là, comment tu vas réellement ramener le monde? Parce que ton économie est à terre. Comment tu vas réellement redonner le goût de vivre? Point final. Juste le goût de vivre. Il y en a qui l'ont déjà, mais quand même, il y en a qui ça fait 1 an, qui sont affaissés. Là. Puis à écouter, c'est pas Arruda puis Legault qui va. Je ne sais pas quel speech ça va prendre pour dire hey, on relaie, mais ça va prendre ça. Ça va prendre ça parce qu'il y en a qui vont être endormis pour des années. J'ai complètement été dans n'importe quel sens, parce que c'est ça être québécois, que je sois noir ou blanc, c'est de regarder autour de mon environnement, de dire comment je peux l'améliorer. Avec l'âge, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus, Claudia le sait, ça n'a pas tout le temps, même depuis le début de Claudia, ça fait quand même 10, 12 ans, 15 ans, je ne sais pas, le temps a passé vite, mais même depuis le temps qu'on se connaît, elle sait qu'on a fait des luttes ensemble, ou même qu'on a vécu des choses que des fois, c'est encore dur. Mais avec le temps, il y a un changement. Je reviens un peu à la question même de Claudia plus tôt. Il y a des avancées, puis c'est grâce justement à Claudia, puis à vous les filles, de donner confiance à Claudia. Et Claudia, vous faire confiance que, wow, OK, puis on s'enrichit tout un chacun. Mais je reviens à nos hommes blancs, je reviens à nos garçons blancs au Québec. Ils ne sont pas assez fréquents dans le communautaire, ils ne sont pas assez fréquents dans les affaires du mois de l'histoire des Noirs. J'ai fait un atelier, je vous l'ai dit hier, avec la CJE. La fille a dit, ouais, mon chum, peut-être que ça va faire un écho. Elle dit, ouais, mon chum, lui, il a de la misère avec Black Lives Matter parce que parce qu'il trouve qu'ils veulent tout de l'attention. On l'entend, celle-là. Les Noirs, c'est pour de l'attention. Parce qu'il n'y a pas. Ils veulent encore de l'attention. Puis moi, je suis écœuré parce que lui aussi, il se sent comme ça. Comme beaucoup, ça revient avec toute la question du patriotisme. On l'a vu aux États-Unis. Tu comprends-tu? Il faut l'écouter, il faut l'entendre, ce jeune homme-là. Parce qu'il ne sait pas. Parce que moi, je ne suis même pas pour Black Lives Matter, mais pour d'autres raisons. C'est que je le rejoins, mais pas parce que je trouve que oui, il y a des injustices, puis oui, effectivement, si on est rendu à Black Lives Matter, ça veut dire que Black Lives don't matter.
ça que ça veut dire. C'est qu'il faut qu'on répare ça. C'est ça que moi, j'aimerais essayer de parler. Mais je ne suis pas pour le Black Lives Matter pour d'autres des raisons d'argent, des raisons que je trouve que c'est trop royauté par des intérêts, d'autres intérêts. C'est que, mais tu vois que le jeune Québécois, je reviens à lui, avec qui j'ai peu de liens, puis qui travaille, je ne sais pas, en construction, je ne sais pas trop où. Qu'est-ce qu'ils font là? Même j'avais des amis. Why do you guys, puis ça, un gars de mon âge, il dit, why Black History Month? Puis, why do Black always have it, look like they have a chip over their shoulder? C'est qu'ils trouvent qu'on est chialeux, qu'on est très... on a tout le temps à se plaindre. On est des et puis, effectivement, il va falloir faire attention. Puis je reviens à la question en dernier. Avec la nouvelle génération qui casse du sucre sur à peu près tout, on a vu avec Camara, oui, non, à la police, tout ça. Ils ont peut-être raison, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une belle allure policière. Trop souvent, sur les morts, c'est sûr qu'ils vont dire, mais tu comprends, il va falloir faire attention que certains jeunes ne sautent pas tout le temps aux barricades sans avoir bien étudié la chose. Tu comprends? Parce qu'on va utiliser tout à n'importe quelle chose, on va nommer toutes les choses, oui, profilage racial, raciste, tout le temps, finalement, on va se perdre, qu'est-ce que ça va avoir réellement vouloir dire, ça va se diluer, ça va se perdre. Il faut faire attention, mais il y a une certaine frange que dans le moment, ils sont très... Mais cette frange-là, moi, je les invite, venez parler aux autres. Venez parler à maman, papa, venez parler à une grand-maman avant de dire defund de police puis tout le kit. Oui, qu'il y a peut-être un 50 millions de la police qui pourra aller pour les organismes comme CARD, puis Motion, puis POM, puis tout ça. Oui, à 668 millions, peut-être qu'il y a de quoi faire. Tu sais, la mairesse a dit oui une minute pour s'attirer des votes, puis après ça, elle a voté une augmentation de leur budget. C'est ça que j'avais à dire. Oui, on voulait vous dire félicitations encore pour les 30 ans, bien sûr. C'est vraiment c'est gros et c'est important. Puis on voulait aussi vous remercier pour votre temps. Ça fut très pertinent puis intéressant. Puis moi, je ressors vraiment grandi de cette entrevue-là. Donc, merci beaucoup. Oui, bien, merci beaucoup pour ma part. Ça fut aussi très enrichissant. Une conversation comme ça, je pense que c'est nécessaire. Puis je pense que ça va faire du bien aux jeunes d'entendre ça. Donc, merci beaucoup. À bientôt, ça m'a fait grand plaisir. Puis peut-être qu'on va se voir à la belle saison, là. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.